moment de se poser la question de savoir où nous allons, d'où nous venons, où nous sommes, où nous allons. Quelquefois que je t'entends parler de la mer et de tout ce qui est marin, je finis par me demander si c'est pas toi qui as choisi le nom de la ville. La mer, c'est notre chance, à condition que nous sachions nous ouvrir sur elle. Il faut le dire vraiment, nous sommes à la pointe dans de nombreux domaines, simplement parce que nous avons des problèmes avant les autres. La création d'une zone franche sur le marin pourrait être une des choses qui permettrait d'aider pour le futur. Le public a peur du privé et que le privé a encore peur du public. On déverrouille un petit peu. Déverrouiller pour accueillir les handicapés. Déverrouiller pour pouvoir mettre en place des épaves. Bon, suffisamment de choses à proposer au monde entier, à l'international, pour venir avoir du plaisir dans des loisirs nautiques. Bien, chers amis, en tout cas, merci d'être là ce matin. Donc, je suis Emmanuel de Rénal, le président de l'association Contact Entreprise, qui a participé à l'organisation des ateliers de la mer qui se sont déroulés mardi et mercredi de cette semaine, juste en amont du Smile. C'est une opération qui a prolongé le livre bleu que nous avions édité en février 2014 et qui avait proposé certaines pistes de développement économique du point de vue des entrepreneurs de l'île. Et dans ce livre bleu, un chapitre important était consacré à la mer. Et il nous était apparu indispensable de prolonger ce travail par une action spécifique. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes rapprochés de Rodolphe Désiré et de ses équipes pour travailler avec lui au montage de ces ateliers et de le faire en synergie avec le Smile qui a commencé donc hier. Donc ça a été une aventure importante qui a mobilisé beaucoup de partenariats, la région, mais également des partenariats privés, alors la Ville du Marin bien entendu, l'association Martinique Yachting Association, des partenaires comme CMA-CGM, comme l'EGC Martinique, puisque nous avions mobilisé également leurs étudiants pour les faire travailler sur des études contextuelles par sujet. Karen Anti, etc. Donc un certain nombre de partenaires ont contribué au montage de cette opération. Et concrètement, les ateliers de la mer, c'est quoi? Ça s'est manifesté par 8 tables rondes qui ont commencé donc mardi matin et qui se sont achevées mercredi soir. Donc 4 tables rondes par jour, plus une grande conférence le mardi soir consacrée aux zones franches. Chacune de ces tables rondes traitait un sujet spécifique lié à la mer. Alors, dans le désordre, je vais vous les citer de mémoire, une table ronde sur le traitement des épaves, une table ronde sur l'énergie maritime, une table ronde sur la pêche et l'aquaculture, une table ronde sur le nautisme, une table ronde sur la plongée, une table ronde sur les opportunités qu'offre l'ouverture de la 3e écluse du canal de Panama, et j'en ai oublié une table ronde sur la ville de Saint-Pierre et une table ronde sur le yachting. Donc voilà les thématiques qui avaient été identifiées dans le livre bleu et que nous avions souhaité creuser en mobilisant des personnalités. Donc chaque table ronde réunissait 5 à 6 experts de manière à ce que des idées soient débattues, que des sujets soient confrontés et qu'émergent de ces discussions des pistes de progrès, et que l'on identifie clairement ce qui pouvait freiner l'émergence des projets. Voilà, donc les tables rondes ont réuni une 50aine de contributeurs, donc c'est quand même assez volumineux. Je crois qu'il y a eu, d'après le comptage que j'ai eu ce matin, plus de 300 personnes qui sont venues dans cette salle pendant les 2 jours, donc 300 personnes différentes. Et ce chiffre a été doublé par des internautes, puisque tous les débats étaient diffusés en direct sur Internet, avec une promotion importante sur le web et un relais important des réseaux sociaux qui dynamisaient les débats. Donc tout ça fait que un certain public, en tout cas, a pu participer aux échanges.
Et ça n'est pas fini puisque nous avions saisi la totalité des débats de manière à pouvoir les restituer sous forme d'actes. Donc tout ce qui a été dit sera acté, sera mis en forme et sera donné aux autorités de manière extensive, mais de manière également synthétique, puisque nous projetons maintenant d'éditer probablement le petit livre bleu de la mer. Ça fait partie des projets sur lesquels j'ai envie d'aboutir maintenant, compte tenu de la richesse des contenus qui ont pu émerger de ces débats, de manière à ce que vous disposiez d'un outil clair d'accès pour pouvoir défendre vos positions et défendre vos projets. Voilà l'ambition de ces ateliers. Je crois que techniquement, ça s'est très bien déroulé. Aujourd'hui, donc, je ne pourrais pas vous faire un compte-rendu exhaustif de ces ateliers. J'attends que les actes sortent et qu'une équipe, je dirais, d'analystes se mette sur le décryptage de tout ça, de manière à sortir un contenu précis. Mais je peux déjà vous dire les grandes lignes de force qui ont pu se dégager de ces ateliers. D'abord, des constats qui concernent un petit peu tout le monde, enfin tous les sujets. Le premier constat qui nous a marqué, c'est que très concrètement, l'économie de la mer est une économie exposée à la concurrence. Et une concurrence très vive, et une concurrence entre guillemets déloyale. Je crois qu'il faut se dire les choses. Nous sommes en Martinique, avec différents métiers qui touchent à la mer, face à une concurrence des îles voisines, qui n'ont pas les mêmes contraintes que nous. Et cette concurrence est dure. Donc il faut être conscient que quand on parle de l'économie maritime, on est dans un domaine ultra concurrentiel. Et c'est la concurrence de la Martinique face à son environnement régional. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la Martinique dispose d'atouts importants, de vrais atouts que n'ont pas les autres îles. On a des atouts naturels d'exception, on a des baies uniques au monde, la baie du Marin, la baie de Fort-de-France, la baie de Saint-Pierre. On a la ville de Saint-Pierre et son histoire qui en soi constitue un atout majeur. Vous savez comme moi que la ville de Saint-Pierre a une notoriété mondiale plus importante que la Martinique. Saint-Pierre est plus connu que la Martinique dans le monde pour son histoire et notamment pour son éruption. Donc là, il y a quelque chose à faire si on veut amplifier le succès de l'île de la Martinique autour de ce potentiel qu'offre Saint-Pierre. On a également des infrastructures importantes. On a un bassin de Radoub, on a des marinas et des ports. Maintenant, on a une insuffisance d'infrastructures malgré tout, d'équipements. Ça, c'est quelque chose qui a été noté un peu à travers toutes les tables rondes. Et il y a un rattrapage à opérer de manière urgente. Monsieur le maire parlait tout à l'heure du nombre d'anneaux. Effectivement, il y a 1700 anneaux disponibles en Martinique, quand il en faudrait 5000 pour devenir une vraie destination du nautisme. Donc là, c'est un enjeu capital. Il faut se mobiliser pour développer le nombre d'anneaux. C'est un objectif simple, mais qui doit driver, je pense, les énergies. Il y a également un déficit de ports à sec et de ports encore, puisque beaucoup de bateaux qui passent au large de nos côtes ne peuvent pas toucher notre sol simplement par défaut d'infrastructure. Donc il y a un rattrapage à opérer. Donc ce défaut d'équipement, ce manque d'équipement a été un petit peu noté par les différents ateliers. Le troisième point qui m'a paru important de noter, c'est que à travers différents ateliers, on sent bien qu'il y a un manque de sensibilisation de la population à la mer comme étant un atout. Et ça, je crois que ça mérite qu'on réfléchisse réellement à la manière de remettre la population martiniquaise en connexion avec la mer. Ça passe par l'apprentissage de la natation, ça passe par l'apprentissage des loisirs nautiques, enfin du nautisme, ça passe par beaucoup d'aspects. Là, je pense que le monde associatif a un rôle important à jouer et doit être accompagné sans doute. Et en prolongement de tout ça, ça passe par on constate dans le prolongement de tout ça un manque d'intérêt dommageable et qui a des répercussions sur l'emploi directement, puisque la population ne s'intéressant pas de manière suffisante à la mer, eh bien, elle passe à côté d'opportunités, de métiers et de formation à ces métiers, ce qui fait que dans pas mal de domaines,
on se trouve devant ce schéma absurde de devoir importer de la main-d'œuvre technique, de techniciens, pour remplir certaines tâches, notamment dans le bassin de Radoub, puisque c'était un des éléments qui avait été noté au dernier atelier. Donc là, il y a un vrai enjeu de réintégration de la population à la mer, de réouverture des esprits vers la mer depuis le plus jeune âge, de manière à ce que naturellement l'intérêt se manifeste au sein de la population et que des métiers se développent et que notamment l'apprentissage à ces métiers se développe. Par exemple, dans les métiers de la pêche, par exemple, une des remarques qui m'a paru assez pertinente, c'est de dire qu'on a des marins pêcheurs qui apprennent la pêche, mais qui n'apprennent pas suffisamment les métiers de marin. Et je dirais, et l'enjeu de la pêche de demain est de raisonner en mode équipage et non pas en mode monopêcheur sur sa barque. Et donc, donc former des matelots dans une logique d'équipage est un enjeu important à la fois pour développer des savoir-faire, mais également pour restructurer une pêche plus raisonnée, plus raisonnable et plus productive. Enfin, toujours dans des constats, ça fait partie de nos problèmes. Nous souffrons de handicap, de compétitivité. Et ces handicaps nous pénalisent, nous empêchent d'aller là où nous devrions être. Alors, ce sont des handicaps liés à des contraintes de normes importantes, des contraintes de réglementation qui figent les projets, des contraintes de fiscalité. Nous ne sommes pas compétitifs sur le plan fiscal par rapport à nos voisins, et ça tue des business, très concrètement, alors que nous avons un potentiel et un marché. Là, on est dans l'absurdité économique. Et puis enfin, des contraintes liées au coût du travail qui nous rendent non compétitifs par rapport à nos voisins. Alors, il ne s'agit pas de baisser les rémunérations, mais il y a une vraie réflexion à mener sur la manière de réduire l'écart de coût du travail pour qu'au moins nous soyons dans la compétition. Ce sont des constats qui sont mis sur la table et qui doivent permettre de fixer des priorités et d'apporter des pistes de réflexion. Alors justement, sur les pistes d'objectifs que ces ateliers m'inspirent, je vais vous les citer. Ils ne sont pas exhaustifs, encore une fois, mais c'est quelque chose qui me paraît important de prioriser. Je crois que le premier travail que nous devrons faire, c'est de rendre les métiers de la mer plus attractifs, d'une part, et plus compétitifs, d'autre part, en jouant sur tous les leviers de l'attractivité et de la compétitivité. Il y a également une réflexion à mener sur l'adaptation des réglementations françaises et européennes au contexte caribéen. On sent bien que les normes et les réglementations nationales et européennes sont des boulets aux pieds des entreprises locales qui les empêchent de rivaliser avec leurs concurrents des îles voisines. Donc là, il y a une vraie réflexion à mener sur l'adaptation réglementaire. Il y a également une réflexion à mener sur l'adaptation de la fiscalité liée aux activités nautiques. Et je crois qu'il faut oser le free tax de manière très, très claire et le revendiquer comme étant quelque chose, comme étant un moyen en tout cas de déployer des activités face à nos concurrents. Le but étant tout simplement de faire revenir une clientèle qui était ici et qui est partie à côté. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le free tax a pour vocation de recréer un flux de clientèle qui est simplement dans les îles voisines et qui part très facilement puisque on sait bien que la simple agitation d'une taxe perçue comme étant, je dirais, négative, fait partir très facilement, sans aucune contrainte, le client vers les îles voisines. Et puis enfin, l'adaptation des règles également pour permettre, ce que je disais au début, un rattrapage de nos équipements. Voilà les grands objectifs que m'inspirent à ce stade, en tout cas, les ateliers de la mer. Et je terminerai en disant qu'en termes de pistes, mais ça, je vous les livre et puis ça peut faire l'objet de l'ouverture d'un échange si vous le souhaitez. Les trois grandes pistes qui me paraissent prioritaires à ce stade et qui semblent pouvoir régler une grande partie de nos problèmes sont les suivantes. La première, c'est de vraiment réfléchir sur les zones franches
d'activité, qui est un vrai moyen. On a eu une conférence mardi soir sur le sujet qui était très éclairante. Et on sent bien que les zones franches d'activité étendues au nautisme et bien évidemment prolongées, puisque vous savez que la zone franche d'activité existe chez nous, mais elle doit s'arrêter en 2017. Donc ça, il y a un enjeu de prolongation de cette zone franche, d'une part, et d'extension de la zone franche sur l'activité du nautisme et de tous les métiers qui l'environnent, permettrait réellement de retrouver de la compétitivité, parce que là, on touchera au coût du travail, on touchera à beaucoup d'aspects qui rendra de la compétitivité à nos activités. Donc ça, c'est une vraie réflexion qu'il faut porter. Je vous rappelle que la zone franche est un dispositif accessible. Il suffit de demander, mais il suffit de le demander de manière volontaire et collective. C'est peut-être ce qu'il manque, tout simplement. Alors la réunion à laquelle j'ai assisté ce matin me paraît de ce point de vue-là une vraie opportunité, parce que là, on a un collectif qui pourrait défendre ce dossier-là de manière forte. Et je crois que c'est par la manifestation politique, d'une part, mais peut-être la manifestation aussi des organisations d'entreprise aux côtés du politique. Moi, je rêve d'un front commun sur le sujet, et un front commun qui s'affiche. Ça peut être les syndicats patronaux, les organisations professionnelles aux côtés des élus en mode collectif qui mènent ce travail de demande autour de la zone franche. Ça me paraît être un des enjeux importants. La deuxième chose, la deuxième piste, c'est d'engager une vraie réflexion sur la détaxe des activités nautiques. Donc là aussi, on sent bien que ça fait partie des choses importantes. Et là, on doit avoir un regard aussi bien vis-à-vis de l'État que vis-à-vis des collectivités locales. Le but étant que trop de taxes aujourd'hui sur ces activités égale zéro rentrée d'impôts, parce que c'est la réalité. Donc on est arrivé à une équation où en surtaxant le nautisme, on a un rendement de l'impôt qui est nul, parce que l'activité est très faible. Et là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment cette idée simple n'est pas regardée franchement, sans tabou, et de dire on a peut-être intérêt à baisser radicalement le taux de l'imposition pour que l'assiette grandisse à nouveau, et puis que cet impôt-là soit profitable à la collectivité. Donc ça, il faut mettre ça sur la table, et il faut regarder ça clairement, sans tabou, et ne pas rester sur des dogmes et des postures qui finalement sont négatives pour tout le monde. Et puis enfin, le troisième axe qui me paraît prioritaire au vu de ces ateliers, c'est tout l'aspect formation. Moi, j'ai été frappé de voir qu'il y avait des volontés, des structures de formation qui existent, des attentes extrêmement diversifiées dans beaucoup de domaines en matière de formation. Et là, il y a encore sans doute un effort à faire, et notamment en mobilisant des moyens importants sur l'apprentissage. Je crois beaucoup. Enfin, ce qui semble être ressenti de ces ateliers, c'est qu'on devrait donner des moyens importants aux structures, d'avoir recours à l'apprentissage, de manière à créer des métiers, des vocations, et à remettre dans l'eau nos compatriotes à travers les différents aspects de métiers qu'offre la mer. Voilà en gros ce que, à ce stade, je pourrais vous dire sur les ateliers. Donc je ne suis pas rentré dans une restitution atelier par atelier. Ça fera l'objet d'un document qui sera remis ultérieurement. Nous allons mettre en ligne, pour votre information, la totalité des débats qui ont été filmés, donc qui seront remis en ligne pour être revisionnés. Ça sera, je pense, courant de semaine prochaine, le temps que le montage soit abouti. Et on pourra, à partir de là, disposer d'un vrai matériel pour en creuser tout ça. Voilà, je vous remercie. Bonjour, Glenn Jean-Joseph. Notre confetti est amené à changer de statut. On va évoluer vers une collectivité territoriale.
je pense que ce serait le bon moment de faire comprendre aux pouvoirs parisiens qu'il faut aller plus loin dans la décentralisation et que nos politiques fassent une demande d'habilitation pour que l'on puisse avoir une loi pays, entre guillemets, qui nous permette de régler toute cette problématique d'un coup de cuillère à peau. Voilà. Oui, sans doute. À ce stade, moi, en dehors des élus du Marin qui étaient présents pendant ces ateliers, moi, j'ai quand même regretté l'absence de nos élus locaux. Et c'est dommage parce que c'était l'occasion là, pour le coup, de rentrer vraiment dans la problématique. Mais ce que tu dis, Glenn, c'est très important mais ça n'a de sens que si réellement il y a une mobilisation politique locale qui manifeste sa conviction que la mer est l'enjeu majeur de notre développement économique. Et là, on y arrive. Ce que j'ai vu ce matin est extrêmement prometteur et c'est une bonne chose. Et il faut embrayer ce mouvement-là. Le jeu de mots que je peux me permettre, c'est il faut que les politiques se mouillent. Bien. Je suis extrêmement content et agréablement surpris de la teneur, de la densité du travail qui a été fait par Contact Entreprise. Je me réjouis que nous ayons eu ce partenariat entre le SMILE et Contact Entreprise pour aborder un problème fondamental qui est celui de la reconquête de l'espace maritime. Alors, le travail de Contact Entreprise est très important parce qu'il représente un premier document iconographique sur la problématique de retour vers la mer. Évidemment, il y a eu 8 ateliers extrêmement complets et évidemment tout ce qui concerne la mer est extrêmement complexe avec une réglementation très, très difficile. Mais je pense que le document que vous êtes en train d'élaborer, plus les travaux du SMILE, peuvent servir de base de départ pour sensibiliser non seulement les politiques d'ici, parce que je pense que un de nos déficits, c'est celui de la communication, de la sensibilisation d'ailleurs de la population concernant le développement d'une manière générale des activités maritimes, plus précisément du tourisme. Et d'ailleurs, cela est un déficit pour tout ce qui est l'économie, le développement économique. Je me souviens qu'en 2000, on avait voté un schéma de développement et d'aménagement touristique pour la Martinique à l'unanimité au Conseil régional et à l'unanimité, moins l'abstention, au Conseil général. Et le premier point était qu'il fallait sensibiliser, informer les Martiniquais de l'intérêt de l'économie touristique avant même de commencer à travailler sur les infrastructures beaucoup plus complexes. Bon, cela n'a pas été fait parce que le SDAT a été oublié dans un coin. Et c'est bien dommage parce que on a vu ce que ça a donné après, c'est-à-dire que en 2000, la Martinique avait à peu près 6500 chambres d'hôtel en hôtellerie. Aujourd'hui, je crois que c'est aux alentours des 3000. Et je signale simplement qu'une chambre d'hôtel, c'est à peu près un emploi, 1 à 2 emplois, un emploi, 7. Vous vous rendez compte, ça représente une perte considérable. Et ce schéma avait prévu qu'on aurait passé entre 2000 et 2015 à 8000 chambres d'hôtel. Donc, vous voyez que ça a été l'échec total. Et cet échec est essentiellement dû au fait qu'on n'a pas fait les campagnes d'explication, de sensibilisation qu'il fallait vis-à-vis de la population. Parce que manifestement, la population n'a pas bien compris. Et quand je dis la population, je parle de toute la population, aussi bien des entreprises que la population, que les employés, que les ouvriers, que tous les secteurs de population n'ont pas bien compris ce que c'était que le développement de l'économie touristique. Je vais vous donner des exemples comparatifs, parce que bon, on a tendance, nous, ici en Martinique, compte tenu de la barrière linguistique, à ne pas savoir ce qui se passe autour de nous. Eh bien,
dans les années 90, il n'y avait pratiquement pas de tourisme européen à Cuba et à Saint-Domingue, ni d'ailleurs au Yucatan. La plupart des touristes qui venaient dans les Antilles venaient en Martinique, en Guadeloupe, à Barbade et en Jamaïque. Aujourd'hui, je crois qu'à Cuba, il y avait à peu près 10 000 chambres d'hôtel en 90-92 et peut-être 15 000 chambres d'hôtel à Saint-Domingue. Aujourd'hui, il y a 75 000 chambres d'hôtel à Saint-Domingue et 50 000 chambres d'hôtel à Cuba. Alors, d'ailleurs, pour citer ce qui nous ressemble un peu, Barbade a à peu près 8 500 chambres d'hôtel. Donc, tous ces gens-là n'ont pas attrapé la gale. Et par conséquent, nous voyons bien que notre manque de sensibilisation intelligente de l'économie touristique nous a coûté très cher. Aujourd'hui, nous avons raté en quelque sorte ce passage-là, mais nous pouvons rebondir en comprenant très bien, en comprenant bien ce que c'est que le tourisme et dans quel secteur nous pouvons relancer notre tourisme. Aujourd'hui, un petit pays comme la Martinique, face au mastodonte Cuba, Saint-Domingue, etc., nous ne pouvons que chercher des segments touristiques à forte contribution. Or, il y a 2 segments touristiques à forte contribution auxquels nous pouvons espérer, c'est le nautisme et le golf. Or, pour ces deux segments touristiques, il faut sensibiliser les gens pour leur dire que pourquoi à Barbade, où il y a 6 golfs internationaux, où les plus grands champions de tourisme, de golf mondiaux vont, je crois même qu'il y en a plusieurs qui sont mariés à Barbade, pourquoi Barbade, qui fait la moitié de la Martinique, a 6 golfs internationaux, et Barbade n'a pas encore attrapé la peste, et qu'en Martinique, on a à peine un demi-golf. C'est-à-dire, on n'a pas de golf, puisqu'on n'a pas un golf de 18 trous avec un hôtel, avec l'accueil qu'il faut à côté. Donc c'est ça le problème. Et donc, je crois que ces réunions, ces informations d'ailleurs, qui a été très bien faite, la sensibilisation, je suis très étonné, c'est la première fois qu'il y a une manifestation comme celle-là, le Smile ou avant le salon nautique, et qu'on n'en parle pas autour à la Martinique, on me téléphone même. Du Nord, on m'a dit, oh là là, on vous a vu à la télé que ça fonctionne pas parfaitement. Et puis, sur les médias, les autres médias, alors c'est une discussion, on a engagé en quelque sorte le débat là-dessus. Donc je pense que c'est très positif, et donc ce sont des documents iconographiques qui vont nous permettre d'avoir un langage commun face à l'administration, à l'administration qui d'ailleurs, à mon avis, n'est pas plus informée que nous. Je suis persuadé que l'administration qui cherche en quelque sorte des solutions de développement pour les DOM, eh bien c'est parce qu'elle n'a pas été assez sensibilisée, elle n'est pas assez informée qu'elle ne se rend pas compte de l'importance de créer une atmosphère particulière pour les Antilles en particulier, concernant la fiscalité, concernant la mise en concurrence de nos activités touristiques avec les activités touristiques de nos voisins caraïbes. Donc, une fois de plus, c'est un petit peu long, mais une fois de plus, on vous remercie, et je crois que ça signifie que, quand les Martiniquais marchent ensemble, la main dans la main, entreprises, publiques et professionnelles, et qu'on peut faire des choses, de très bonnes choses, et nous permettre d'aller très vite et très loin. Florian Yapmoc, Société Martiniquaise des Eaux. Je voudrais juste insister sur un point, sur la partie, je dirais, preuve à donner, que l'on travaille en respectant l'environnement. Je crois qu'aujourd'hui, un élément de différenciation qu'on pourrait mettre en avant, c'est le fait qu'aujourd'hui on est capable, parce qu'on a des spécialistes en Martinique, dans le traitement, dans l'environnement, dans les bureaux d'études, on est tout à fait capable aujourd'hui de parler de recyclage. Je crois que monsieur le maire, vous avez pris l'avance sur le site du Marin.
Et la station d'épuration, on est tout à fait capable aujourd'hui, si on fait un golf à quelques 2 ou 3 kilomètres de la station, d'envisager effectivement un retraitement. Et je pense que ça, il faut aussi avoir la preuve, il faut en tout cas communiquer en donnant la preuve que nous travaillons au respect de l'environnement. Et je crois qu'un élément dans le développement de la baie du Marin, c'est qu'il y ait un véritable suivi qui soit indiqué, qui fait partie, je dirais, de l'ensemble de la communication à destination des clients potentiels, et tout particulièrement dans le bassin, on va dire, américain, puisqu'on est dans le bassin américain. Et je pense que ces éléments-là sont des véritables éléments différenciants qu'il faut qu'on mette en avant. Donc ne pas simplement intégrer les notions réglementaires comme étant des handicaps, mais pour ce cas-là, en tout cas, en faire un atout. Quand on voit qu'aujourd'hui, produire du bio, un cacao bio par exemple, puisque on en parle souvent depuis quelques années, on prend l'exemple, un cacao bio est vendu à 8 € le kilo, un cacao normal est vendu à 2 € le kilo, et donc la contribution et la part de la main-d'œuvre, évidemment beaucoup moindre, et plutôt que de rechercher à baisser des charges, se positionner dans des marchés où on met en avant un certain nombre de produits intégrant la notion environnementale ou respectant la notion environnementale, va nécessairement attirer des choses. Et nous avons, je dis bien encore, nous avons assez de compétences en local. Je veux parler d'exploitants, je veux parler de bureaux d'études à nouveau, de grands groupes. Moi, je fais partie d'un groupe, effectivement, sur les environnements. On a des exemples. On a des exemples, on en a parlé l'année dernière au Smile, avec un développement d'activités sur les temps de taux qui intègrent évidemment ce monitoring. On communique en disant, ben voici en temps réel la situation de notre bassin, venez, continuez à venir, vous n'allez pas perturber, et nous sommes en maîtrise totale de cette activité et nous vous protégeons. Et ça, c'est un élément qu'il faut également annoncer, avancer, et ne pas en faire, de point de vue réglementaire, toujours des handicaps. Voilà. Bien, je vais dire quelques mots là-dessus. Tout d'abord, moi, je ne prononce plus le mot de développement durable. Parce qu'il a été tellement galvaudé que dès qu'on dit développement durable, on dit, bon, on a déjà entendu parler de ça, là. Mais, bon, ce qui me concerne personnellement, j'ai toujours appliqué ces principes, hein, depuis la conférence de Rio. Et ces principes, c'est en quelque sorte un trépied où il y a développement économique, cohésion sociale, protection et mise en valeur de l'environnement. L'un ne peut pas marcher sans l'autre. On ne peut pas faire de développement durable, hein, sans économie, sans social, sans protection et mise en valeur de l'environnement. Donc, c'est une observation à laquelle j'adhère complètement. Bon, mais il faut savoir aussi que, bon, nous sommes bien placés pour le savoir, que on ne peut rien faire en Martinique sans respecter, quoi, à la lettre, les préceptes de l'environnement, de l'administration et notamment de l'ADL. Et là, ce n'est plus, hein, de l'environnement qu'on fait, mais c'est presque de la stérilisation. Je peux vous dire que, par exemple, nous avons des projets que nous avons initiés il y a 10 ans, et que, bon, il y a 10 ans, et qui rentrent en quelque sorte en opérationnel aujourd'hui. Et c'est pour ça que je crois que c'est au niveau politique, hein, politique régionale, hein, bon, territoriale, il faut qu'on comprenne bien comment on peut appliquer des règles à laquelle nous adhérons tous, mais qu'il faut adapter à notre pays. Pourquoi? Parce que la France, l'Hexagone, qui a élaboré ces règles, hein, bon, à mon avis, auxquelles j'adhère, de protection de l'environnement, est aménagée depuis Jules César, c'est-à-dire 2000 ans, 2 millénaires. C'est pendant 2 millénaires qu'on a aménagé les canaux, les ports, hein, les centres-villes. C'est un aménagement considérable et il est tout à fait logique qu'il y ait une législation extrêmement complexe et lourde
pour pouvoir maîtriser la protection de l'environnement sur le bassin méditerranéen, sur l'Atlantique, sur les grosses infrastructures qui sont encore nécessaires. Et par conséquent, bon, ça se comprend parfaitement. Mais nous, en Martinique, nous n'avons jamais été aménagés. Par exemple, le Marin, c'est en 1989 qu'on a eu le premier plan d'occupation des sols opposable. Ça demande un aménagement, ça demande une longue évolution. Il faut surtout ne pas être simpliste dans ces affaires-là. Bon, nous avons eu un schéma d'aménagement régional en 1998. Bon, ce schéma d'aménagement régional avait réservé 25 hectares pour le développement touristique. Il avait oublié d'ailleurs de mettre des réserves pour les grandes voies, la construction des grandes voies, et notamment TCSP, etc. Et peut-être qu'on aurait eu moins de problèmes. Bon, si on avait fait ça, bon. Et puis, il n'avait pas non plus, en quelque sorte, les éléments réglementaires pour pouvoir bien structurer les éléments de protection de l'environnement. Et par conséquent, je crois que tout le travail doit se faire, mais avec disons, une ouverture d'esprit. Saint-Pierre, qui est une ville patrimoniale, on sait bien que Saint-Pierre n'a pas été aménagé comme un port, c'est un port du 19e siècle. Fort-de-France est en train d'être aménagé. Fort-de-France, il y a un énorme progrès à faire en termes d'aménagement, en termes d'assainissement. Bon, je ne sais pas si l'assainissement Martinique est à 70% enfin, tu pourrais nous le dire, quoi. 60%, si il est à 50 ou 60%, c'est le maximum. Donc, cela demande effectivement de se pencher là-dessus, mais de manière correcte. Et je sais parfaitement que lorsqu'on a voté la loi du littoral, en 84, bon, elle ne s'appliquait pas aux DOM. C'est-à-dire qu'il a fallu mettre en place pour les DOM le schéma de mise en valeur de la mer, le SMPM, qui a été voté en 98, pour qu'on ait des documents d'aménagement du littoral. Mais comme ce SMVM n'avait pas été élaboré, on nous applique directement la loi du littoral. Et ce qui est fait que ça a stérilisé pas mal de choses. Et le Marin est bien placé pour vous le dire, parce que nous aurions dû avoir, sans vraiment une réglementation contraignante, 2 hôtels 5 étoiles sur le territoire et terminé. 2. Pas des projets, non, des hôtels financés. L'un à Fourage au Pointe-Borgnès et le golfe de Ganfond, qui a été voté au plus de 2006, avec les recours juridiques, bon, je passe là-dessus, y compris de l'administration et de la Supamar. Le bulletin a été confirmé qu'en 2012, on a perdu 6 ans pour imaginer qu'aujourd'hui, il y ait au moins l'hôtel de Ganfond, 4-5 étoiles, quoi, 18 trous, avec un golf de 18 trous. Même l'image de la Martinique serait différente en termes d'accueil touristique. Donc, c'est ça le problème. Et c'est la question qui a été posée, bon, plus ou moins par de grandes maisons, qui est posée par Hélène Jean-Joseph. Bon, la ville du François veut faire un port depuis à peu près 5-6 ans. Ouais, bon. On va appliquer les règles, mais manifestement, on a l'impression qu'il y a une opposition systématique contre des projets de développement. C'est quoi, on me cible, non? C'est pas ça, c'est un téléphone. J'entends un petit bruit. Bon, ça me coupe la parole d'ailleurs. Je crois que j'en ai trop dit déjà. Pour compléter sur l'environnement, nous, ce qui nous a frappé pendant ces ateliers, c'est qu'on était en face d'acteurs de la mer qui étaient tous des passionnés de leur métier et des passionnés de leur environnement. Et on se rend bien compte que les premiers défenseurs de l'environnement, ce sont ceux qui pratiquent les métiers de la mer. Je pense notamment aux clubs de plongée, qui sont d'excellents régulateurs et qui en soi font un travail remarquable et qui sont demandeurs d'ailleurs de règles plus strictes pour protéger les fonds marins. Oui, Douglas Rapier, je voulais rebondir au point
qui vient d'être complété. Il faut savoir, Monsieur le maire a indiqué que la Martinique doit aller vers un tourisme de plus forte valeur ajoutée. Pour ce tourisme, l'environnement propre est une nécessité, mais ils ne viennent pas acheter cela. C'est-à-dire, une fois sur place, il faut qu'ils constatent que cette attente est satisfaite. Et effectivement, comme tu as si bien dit, nous avons toute la possibilité de le faire. D'ailleurs, les croisiéristes, les taxis, j'ai déjà cité cela dans les ateliers de la mer, les taxis me rapportent que les croisiéristes reconnaissent la propreté et la beauté du paysage de l'île par rapport à d'autres. Mais ce n'est pas ça qui fait que le paquebot vienne. Et donc, quand on parle des problèmes réglementaires qui les empêchent de venir, dans le cadre, par exemple, du yachting, c'est ça le problème qu'il faut d'abord résoudre. Par contre, le deuxième problème, dans la suite de ce que vient d'être dit, et j'adressais à monsieur le sous-préfet de mon expérience, c'est que je pense l'État ou les fonctionnaires de l'État censés justement imposer ces règles ne comprennent pas ou n'ont pas encore saisi du fait que nous sommes dans le même bateau. Et que s'il n'y a pas d'activité économique, ils n'ont pas de job à terme. Et ça, malheureusement, on a eu le président François Hollande lors d'un débat indiqué que l'État ne coûte rien, mais il coûte notre sueur. C'est les entreprises, entre autres, la sueur des entreprises, la sueur utilisée pour générer la valeur ajoutée, qui fait en sorte que l'État existe, dont on a besoin pour que les entreprises existent. Donc je pense qu'il y a un appel à un peu plus de pragmatisme dans l'instar de ce que disait monsieur le maire, c'est-à-dire il y a le fond et il y a la forme. Si on se contente à l'application de la forme strictement juriste de la chose, il est sûr qu'on arrive à une situation de stérilisation pure, où même les fromages français n'arrivent plus aux États-Unis, mais plus personne ne viendra chez nous non plus. Donc je pense que c'est ce message que je pense tout le monde n'a pas encore compris dans l'État, et qu'on cherche à trouver des partenaires qui sont partenaires et non pas d'office opposants ou aveugles à la réalité des choses. Et je peux vous donner un tas d'exemples, je ne vais pas vous ennuyer avec, mais on va y aller d'ailleurs dans ce combat, notamment avec la fiscalité, parce qu'il y a des applications des textes en ce moment qui nous fait dresser les cheveux, mais qui peuvent faire couler nos entreprises. Il faut devenir pragmatique. Il faut que je réponde. Bon, quand on était à la fête patronale du marin, monsieur le maire a eu quelques mots qui m'ont fait hérisser les poils. Pourquoi? Parce que, en fait, je suis l'État aussi. Hein. Et au-delà des services, justement, mon propos, c'est de dire qu'avant, on parlait de services. Et en fait, il faudrait parler de l'État. Et en fait, on s'adresse à des services et non pas à l'État. Et ces services, ils ne sont pas sur un objectif partagé obligatoirement, mais ça c'est une question de culture française. Ils sont plutôt sur le fait de privilégier leur action sans regarder l'objectif à atteindre. Et à ce moment-là, on se trompe. On se trompe de combat. C'est-à-dire que quand vous avez un dossier, et la majorité des élus en Martinique comme en métropole connaissent les circuits et vont agir en fonction des circuits, mais à un moment donné, on perd de vue où on veut atteindre, ce que l'on veut atteindre. Si on veut faire un hôtel avec un golf, c'est pas pour faire plaisir et faire des trous dans le sol, c'est simplement parce qu'on veut attirer du touriste, on veut proposer des prestations de qualité, et cet objectif, il devrait être partagé par l'ensemble. On ne sait pas fonctionner en mode projet au niveau de l'État. Vous avez montré aujourd'hui au niveau des collectivités, ça c'est, je dirais, c'est l'avenir, c'est l'esprit. Le territoire, il est fait par ceux qui y vivent, et non pas par ceux qui s'y rattachent pendant une partie de leur carrière. Le territoire, c'est vous qui le faites. Ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, au niveau de la Martinique, l'État est très fort, très présent. C'est ce que vous avez dit, monsieur le maire, quand vous avez parlé d'aménagement. Très fort, très présent. L'idée, c'est d'inverser. Et tout ce qui a été dit, moi, je l'ai entendu. Je l'ai déjà entendu. Je suis heureux de voir que c'est posé. C'est posé par d'autres. Je l'ai entendu, mais je vais vous dire, aujourd'hui, c'est toute une politique martiniquaise qui est en jeu et qui touche toutes les politiques de l'État.
Et vous savez très bien que si à un moment donné vous parlez d'emploi, on va vous dire c'est la DIECT. Vous parlez d'environnement, la DEAL. Mais vous parlez de développement économique, ce sera un peu la DIECT, mais sans lien avec la DEAL. Moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, je suis sous-préfet. Alors, sous-préfet, préfet, c'est divin. On a des esprits, on a des cerveaux hyper développés, tout le monde le sait, et on peut appréhender les choses d'une façon plus intelligente que tout le monde. Mais non, j'y crois pas. Moi, je crois en la valeur des hommes. Et les hommes, c'est pas que les personnels de l'État, c'est nous tous. Donc aujourd'hui, mon propos, c'est de dire que ces sujets-là, qui touchent vraiment des choses très importantes, qui dépassent largement la Martinique, quand on parle de fiscalité, quand on parle de zones franches et autres, ça intéresse le plus haut niveau de l'État. Il n'y a pas plus de meilleurs acteurs que, je dirais, les Martiniquais eux-mêmes pour porter leurs problèmes. Et je suis persuadé qu'une des premières étapes à franchir, ça serait de faire en sorte qu'il y ait un véritable sous-préfet chargé de mission, maire ou nautisme, on l'appelle comme on veut, qui aurait pour rôle d'être le décideur au niveau de tous les services de l'État, ce qui nous permettrait d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, un sous-préfet du Marin, et vous voyez, pourtant je suis très intelligente, exceptionnelle et tout, mais le sous-préfet du Marin, cette mission-là, elle devient une mission, je dirais, à faire en temps complet. C'est une mission à elle toute seule, qui va toucher tous les services de l'État. Et c'est vrai, alors, on demande au sous-préfet, mais le sous-préfet, à un moment donné, il va se retrouver fonctionnaire au milieu de fonctionnaires. Et ce que je pouvais dire, c'est que ces ateliers de la mer, ils ont été très intéressants parce que j'ai eu un retour du directeur de la mer qui a participé pendant les 2 jours à fond. Eh ben, il est conscient et il m'a bien relayé, il m'a bien dit, c'était hyper costaud intéressant. Par contre, si c'était hyper costaud intéressant, eh ben je devrais pas le dire, mais il faut que la notion de pouvoir change. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous empariez vous-même de votre destin et que peut-être en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, il y ait sur ce domaine-là des référents qui se concertent et qui portent tout ça. Parce que je crois qu'on n'y arrivera pas sinon. Sinon, on va s'adresser à chacun et puis c'est fini. Voilà. Oui, je vous remercie. Emmanuel Lise, donc président du cluster maritime Martinique. Écoutez, monsieur le sous-préfet, je suis heureux de votre discours. Mais j'ai bien peur que, comme vous disiez tout à l'heure, dans votre intervention, qu'arrivé au niveau de la préfecture, que le préfet se retrouve au milieu d'autres fonctionnaires. Et c'est là le souci. On se trouve après dans un cadre réglementaire suffisamment strict pour qu'à chaque fois, quand on a des projets précis, on bute contre la réglementation qu'on a du mal à assouplir. Alors c'est peut-être lié à notre manque de pragmatisme et surtout aussi peut-être à notre mentalité qui n'est pas anglo-saxonne. C'est pas qu'on doit leur envier cette mentalité-là, mais il faut leur reconnaître cet avantage-là. C'est que quand les choses sont en projet, elles se réalisent rapidement parce qu'il n'y a pas que la volonté politique qui suffit. Les hommes sont là et je crois que nos prédécesseurs, je crois que la Martinique, n'a peut-être pas 2 millénaires, comme monsieur le maire le disait tout à l'heure, mais je crois que les prédécesseurs à tout niveau, soit économiques, politiques et sociaux, ont toujours voulu faire avancer les choses. Et on s'est retrouvé à chaque fois devant des montagnes. Alors je crois que, et ce discours-là, on l'entend depuis pas mal d'années, je ne vous pas loin de moi l'idée aujourd'hui de vous l'imposer en tant que tel. Mais je crois que il faut qu'on continue. Si vous êtes favorable à cette écope-là, si monsieur le directeur de la mer, monsieur Mornay, a bien saisi l'importance des ateliers de la mer, il faut que vous soyez nos relais pour que, effectivement, cet état d'esprit que vous développez, vous, en tant qu'individu, soit partagé par le système, si je puis dire. Et je vais profiter du micro pour remercier Contact Entreprise en disant que j'attends avec impatience les synthèses, parce que je crois que pour enfoncer le clou, il faudra effectivement, a priori, choisir des thèmes précis et faire des petits ateliers, des petites séances de travail. Le cluster maritime veut bien s'y associer, à faire venir des intervenants de qualité s'il le faut, de telle façon à ce
on puisse aller beaucoup plus loin avec des objectifs précis pour qu'on ne se perde pas encore une fois dans une grand-messe qui n'aura rien donné. Merci. Excusez-moi d'insister, mais je crois que... moi, je suis d'accord. Simplement, je disais pragmatisme. Pragmatisme, connaissant son environnement, on sait comment ça se passe. Et si monsieur le maire tout à l'heure a dit, et même monsieur de Lucie hier a dit, 8 ans pour sortir un centre de carénage. 8 ans pour sortir un centre de carénage, on s'est mis autour d'une table il y a combien de temps? Il y a 8 mois, et on le sort. Donc ce qui veut dire qu'au-delà, vous savez, des hommes et des femmes, à un moment donné, il peut y avoir cette prise de conscience. Mais la prise de conscience, moi je connais qu'une chose. Soit c'est de la culture qui change, soit il faut la forcer. Et je crois qu'aujourd'hui, comme vous êtes structuré, vous avez plus de chances de pouvoir forcer votre volonté, de pouvoir faire admettre ce que vous voulez faire, plus qu'avant où tout le monde allait en ordre dispersé. C'est pour ça que je suis dans cet état d'esprit. Je devrais peut-être pas le dire, je devrais faire corps, mais je suis persuadé que ceux qui font les lois ne les font pas de façon bête. Il y a que des hommes, quelquefois, qui les appliquent de façon peut-être un peu trop stricte. Maintenant, c'est pour ça que je parlais d'un sous-préfet chargé d'eux, parce que, connaissant mon système, je pense que on est tous respectueux aussi de l'autorité. Vous savez, on se met autour d'une table avec le préfet il dit je souhaite que ça sorte dans 8 mois, ça sort dans 8 mois. Donc ce qui veut dire que c'est possible. Par contre, et c'est là la force, c'est pour ça que y aller en dispersé, c'est moins intéressant que d'y aller tous ensemble. Porter une politique commune. Moi j'étais heureux aujourd'hui de voir, il y avait Fort-de-France, il y avait tout ça. On ne me parlera plus de Fort-de-France, on me parlera après un jour du marin, on ne me dira plus qu'il faut faire du démantèlement au diamant et pas au marin. C'est une politique globale portée, mais c'est vous qui la porterez. Et je suis persuadé que cette étape est franchie. Il s'agit maintenant, grâce à cette vision odysséade, grâce à cette nouvelle union régionale, de structurer tout ça pour porter une seule et même parole. Et ensuite, ça va se mettre en place de façon naturelle. Mais c'est évident que cet enjeu de la mer, je crois que c'est l'enjeu martiniquais, c'est pour ça que la région y adhère. C'est pour ça que je suis comme le maire, je ne fais pas développement durable. Si j'en parle trop, je vais parler des halles. Mais en fait, on parle de quoi? De développement tout court. Donc en finale, il faut savoir travailler en mode projet. On ne sait pas encore trop bien le faire. Et peut-être que vous allez nous y forcer. Et c'est bien la Martinique qui prend en compte sa destinée qui avance, et non pas l'État qui fait avancer la Martinique. Moi, je crois qu'il faut inverser un peu tout ça. Vous voyez? Monsieur, je voudrais réagir très rapidement. Monsieur le sous-préfet, je crois que vous avez été très important, puisque vous avez dit une chose qui me paraît fondamentale, c'est que il faut travailler de concert entre les différents mondes qui jusque-là travaillaient en mode tunnel. C'est un peu ça l'idée. Aussi bien les élus, les services de l'État, les représentants des entreprises, les entreprises doivent travailler de concert. Donc c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et l'enjeu maintenant est de porter une voix collective commune sur des projets ambitieux. Le focus que nous faisons sur la mer, c'est réellement de mobiliser des énergies communes pour lever les freins qui peuvent exister quand on est forcément chacun dans son monde. Et effectivement, je ne connais pas un territoire dans le monde qui réussit son développement sans que ces 3 mondes aient collaboré ensemble. Partout où ça échoue, c'est quand c'est divisé. Partout où ça marche, c'est quand ça fonctionne ensemble. Il faut garder cette ligne-là. Et je crois que d'ailleurs, le rapprochement de contact et la ville du Marin et de l'État, puisqu'on a beaucoup travaillé avec la direction de la mer, est un exemple précis de ce qui préfigure le mode de fonctionnement des projets aujourd'hui. Et ces ateliers, pour moi, c'est une vraie synthèse, un vrai modèle qui doit être amplifié. Et moi, je retiens l'idée d'Emmanuel sur aller plus loin en agrégeant des acteurs sur ça. C'est très important. Mais je crois maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi ensemble définir des priorités. Le problème en Martinique, au-delà de la problématique mer, c'est quoi? C'est le chômage. D'ailleurs, je vous rappelle que la thématique des ateliers, c'était « Et si la mer créait des emplois en Martinique ?» Donc il faut revenir quand même sur cette vision simple qui, là, doit nous réunir tous. Et il ne faut pas qu'il y ait un coin
entre nous sur cette idée-là. L'emploi, c'est quoi? C'est relancer l'activité qui génère de l'emploi. Les projets qui ont été cités, effectivement, on parlait du golf, on parlait du centre de carénage qui a mis 8 ans pour son étude de faisabilité. Derrière ces projets, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui, à un moment donné, disent « je mets tant sur la table, je dessine mon projet, je crée une ambition, et puis, j'ai un calendrier, j'ai une montre. » Ben, il faut que la montre, aujourd'hui, de l'État, des élus et des privés, soit la même. Or, on a l'impression qu'on a 3 montres différentes. On a l'impression que les délais sont des délais qui sont variables, que l'on soit au niveau de l'État ou que l'on soit au niveau... Vous voyez ce que je veux dire? Donc et mettez-vous à la place 2 minutes de l'entrepreneur. Alors, je prends le cas du marin, du golf, par exemple, qui, il y a maintenant une dizaine d'années, a dessiné son projet. J'imagine avait fait un business plan pour que son golf aboutisse dans les 3 ans, puisque c'est ça, la montre de l'entrepreneur. Au-delà de 3 ans, ça devient aberrant. Et qu'on est encore, au bout de 10 ans, à savoir si ce golf va monter. Moi, j'aurais été l'entrepreneur, je vous dis tout de suite, j'aurais abandonné. Et je peux vous dire, et là je vous fais des témoignages de ce qui se passe au sein des entrepreneurs de Martinique, qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui abandonnent. Et on se prive d'une ressource phénoménale, de gens qui abdiquent, qui abandonnent, qui vont, je ne vais pas me battre éternellement pour ça, je vais investir ailleurs, je vais partir aux États-Unis, je vais partir en Guadeloupe, et ça c'est dramatique. On a la chance quand même que ces entrepreneurs, alors je prends le cas du marin, ce sont des gens qui ont leurs racines ici, donc qui vont tenir. Mais vous voyez l'énergie que l'on perd simplement comment vous dire, en minorant le facteur temps. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que la volonté, tout le monde là, où finalement tout le monde est conscient et d'accord pour dire que ce golf doit sortir. Je pense qu'il n'y a pas de... Mais pourquoi mettre autant d'étapes qui ralentissent le projet au point de prendre le risque de faire que le porteur de projet abandonne? Je crois que c'est ça qui est important. Et dans l'état actuel de notre société aujourd'hui, où on a 53 000 chômeurs, on a 70% des moins de 25 ans qui n'ont pas de boulot, et on a encore quelques chefs de projet, quelques porteurs de projet qui ont encore envie d'investir, eh bien je crois que ça devient criminel de les décourager. Enfin, moi, je veux vous le dire très simplement, on n'a plus le droit... On n'a plus le droit de trouver de bonnes excuses ou de mauvaises excuses pour décourager celui qui met sur la table des moyens, qui a un projet, qui fait consensus avec les élus. Là, il faut accélérer. Alors, votre idée, effectivement, d'un préfet chargé des opérations, je crois que c'est une excellente idée. Il faut que vous la poussiez, que vous la portiez, parce que c'est peut-être là la clé, mais il faut aller vers ça. Ça me paraît indispensable. C'est à nous d'écrire au préfet pour lui demander de solliciter la mise en place de la ressource. Venant de sa part, ce sera mal payé.